Il y a quelques mois, il y a OpenAI qui est tombé en panne. À peine quelques heures, mais à peine quelques heures pendant lesquelles j'ai pu réaliser quelque chose qui m'a glacé le sang, c'est que sans l'IA, je n'étais plus capable de prendre une décision importante tout seul, sans assistance. Je n'arrivais plus à trouver un angle intéressant pour les posts que je préparais pour Substack. Je n'arrivais plus à me concentrer sur un texte long sans décrocher. Et en soi, c'était pas ChatGPT qui manquait, c'était mon cerveau. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter quelques semaines auparavant. Mais d'abord, si tu me connais pas, je m'appelle Sofiane, ça fait 6 ans que j'évolue dans le milieu, j'aide les solopreneurs à travailler moins et à accomplir plus, et cette erreur que j'ai commise, je l'ai vue chez des dizaines d'entre eux avant moi-même d'en faire les frais. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que cet incident m'a appris et les 2 filtres que j'ai développés depuis pour ne plus jamais tomber dans ce piège. On va commencer de suite par faire un rapide retour quelques semaines en arrière. L'erreur originelle que j'ai commise et qui m'a conduit dans cet état de perte de capacité, c'est l'erreur qu'on fait tous face au FOMO qu'on est en train de vivre par rapport à l'accélération de l'IA, c'est l'accroissement frénétique de la délégation IA. J'ai commencé à utiliser l'IA pour tout, pour résumer des newsletters, pour prendre des décisions, pour trouver des angles de format court, pour produire des synthèses de livres que j'étais en train de lire. En gros, mon mindset, il était simple, si ça peut être accéléré, je l'accélère. Tu comprendras pourquoi avec la philosophie de la tribu des starters par rapport à cette quête de temps que je vais te présenter dans quelques minutes. La réalisation que j'ai eue pendant cette panne-là, c'est qu'en fait, je venais de dépasser un seuil de délégation de fonctions cognitives qui avait rendu mon cerveau complètement stupide. Mon cerveau tournait au ralenti. Et le choc en soi, ça n'a pas été la perte de compétences. Le choc, ça a été la vitesse de la perte. C'était quelques semaines à peine pour rendre mon cerveau complètement impertinent seul et dépendant d'un outil externe. Et c'est ce qu'on appelle en neurosciences le principe du use it or lose it. Un principe neurologique fondamental qui explique que le cerveau, il va élaguer ce que tu n'utilises pas. Il n'a pas besoin évidemment de garder de la mobilisation énergétique pour les compétences que tu n'utilises pas, donc il va tout simplement les virer. J'en ai déduit 2 leçons à ce moment-là, c'est que premièrement j'avais fait une erreur fondamentale et deuxièmement c'était la même erreur que 90% des solopreneurs sont en train de faire en ce moment même. Pour comprendre qu'est-ce que c'est cette erreur, il faut prendre un peu de hauteur au niveau du contexte et de cette ère d'accélération aveugle dans laquelle on est en train de vivre avec le piège du FOMO qui va venir scaler le chaos. On va voir concrètement comment ça se passe. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'IA, c'est que c'est une technologie qui à la fois amplifie et atrophie. Il y a quelques semaines, il y a un article qui a retourné Internet qui s'appelle Something Big is Happening. C'est un article de Matt Schumer qui est un fondateur de start-up. Ça fait 6 ans qu'il est dans les tranchées au niveau de l'IA et cet article il a tout pété. Il a fait 65 millions de vues en quelques jours à peine, ça a été relayé par Fortune, par CNBC, etc. etc. Et si cet article il a eu un succès aussi retentissant, au-delà du fait que c'est parce que c'est un type qui sait de quoi il parle qu'il l'a écrit, c'est parce qu'il pose un constat sur quelque chose qu'on a tous pu voir de nos propres yeux ces dernières années, c'est l'accélération massive que prend l'IA. En 2022, l'IA elle arrivait à peine à faire une addition qui était fiable. En 2023, elle passait le barreau. 2024, elle était capable de produire du code niveau expert. Novembre 2025, elle réalise en autonomie des tâches qui prennent plus de 5 heures à un être humain et on observe en moyenne un doublement tous les 7 mois de ses capacités. On est même aujourd'hui sur des modèles qui codent leur prochaine version. On a OpenAI avec GPT 5.3 Codex qui est le premier modèle qui est en train de créer sa prochaine version et Anthropic, la boîte qui a créé Claude, qui nous dit que l'IA écrit déjà la plupart du code en interne et qu'il reste à peu près 1 ou 2 ans avant qu'une génération d'IA construise seule la suivante. Ce qui pose d'ailleurs la question de l'AGI, de l'intelligence artificielle généralisée, qui serait une intelligence artificielle du coup générale qui nous dépasserait en termes d'intelligence et en termes d'agentivité à un degré qui est à peine imaginable. Et bien, le signe avant-coureur de cette AGI, ça pourrait être la boucle d'auto-amélioration de l'intelligence artificielle, parce qu'on comprend bien que si l'intelligence artificielle commence à devenir capable de créer des générations suivantes plus intelligentes qu'elle, on rentre dans une espèce d'exponentielle qui va nous mener probablement jusqu'à l'AGI. Donc à côté de ça, on a Dario Amodei, qui est le patron d'Anthropic, la boîte qui fait Claude, qui nous dit que 50% des emplois à col blanc seraient éliminés dans 1 à 5 ans. Et c'est une estimation qui est jugée très conservatrice par l'industrie. Donc c'est dire l'ampleur accélérationniste à laquelle on est en train d'assister avec l'intelligence artificielle. Mais voilà ce que personne ne dit en même temps, qu'il y a un autre mouvement qui est en train d'opérer et qu'on a pu voir avec cette étude du MIT qui avait beaucoup fait parler d'elle à l'époque, en juin 2025, où on avait vu que le résultat clé de cette étude, c'était que le cerveau était littéralement moins actif quand on utilisait ChatGPT pour rédiger des textes. Et ce qui nous a amené à cette loi qu'on a déjà vue avec la technologie, c'est que la technologie atrophie la partie du cerveau qu'elle amplifie. Des études comme ça ont été répliquées depuis, c'est effrayant ce qui est en train de se passer au niveau de cette fracture cognitive qui respecte ce principe de use it or lose it. Si tu ne te sers pas d'une compétence, ton cerveau va tout simplement l'évincer.
Donc on a donc un double mouvement. Ce double mouvement, c'est que d'un côté, on a une IA qui accélère à une vitesse qui est vertigineuse, et de l'autre côté, on a une IA qui atrophie tous ceux qui l'utilisent sans discernement. Mais le point 1 ici, amplifie le point 2 à cause d'une vraie problématique. Pourquoi cette tendance accélérationniste de l'IA amplifie l'atrophie des utilisateurs? C'est tout simplement à cause de la problématique centrale du FOMO. Aujourd'hui, on vit avec une espèce d'injonction silencieuse à devenir capable de produire 16 heures de taf en 8 heures. On voit énormément de technologies IA qui émergent, et de par le stress de ne pas prendre le train en marche et de ne pas être dans le coup, on se met à multiplier l'utilisation de l'IA pour tout. On va commencer à écrire 5 newsletters par semaine grâce à l'IA, on va se développer sur 3 plateformes différentes via l'IA, on va créer 4 nouvelles offres avec l'IA, des nouveaux lead magnets, etc., etc. Et ça donne lieu à cette espèce de productivisme délirant qui vient juste amplifier le chaos. J'ai vu ces 2 informations dans la newsletter de Next Big Shit qui disait qu'il y avait une étude qui montre que l'IA peut transformer certaines entreprises en machines à burn-out, et également qu'on voyait des employés qui ont spontanément augmenté leur charge de travail à cause de l'IA évidemment, avec des product managers qui se sont mis à coder, des designers à faire de l'ingénierie, des développeurs à relire le travail généré par l'IA. Le multitâche devient la norme, résultat, le travail déborde sur les pauses déjeuner et les soirées. Donc on rentre dans cette espèce de productivisme où le plus important, c'est de maîtriser le maximum de technologies IA pour surtout pas passer à côté de ces technologies et bourrer nos activités d'IA pour produire beaucoup plus. Ce piège, c'est celui que j'appelle le piège de la justification IA. Et le piège de la justification IA, il se déroule en 3 phases. La première phase, c'est celle que tu as probablement vécue si tu es arrivé sur le marché avant l'émergence de l'IA, c'est la phase avant IA. Avant l'IA, la contrainte de temps, c'était le filtre le plus puissant qu'on pouvait avoir dans nos activités. Avec la tribu des starters, on est calé sur la journée de 4 heures. Donc si on prend cet exemple, on se disait, j'ai 4 heures par jour pour avancer, ok, qu'est-ce qui a vraiment de l'impact? Tout le reste, je n'ai pas le temps pour faire ça. Je suis obligé de réfléchir en termes de levier. Sauf que maintenant, dans la phase 2, on rentre avec de l'intelligence artificielle, la contrainte temporelle, elle disparaît. Cette espèce de barrière anti-inutile, elle est supprimée. Et du coup, on se dit, ok, je peux tout faire dans ces 4 heures-là, et en plus, c'est automatisable. Donc pourquoi pas commencer à ajouter de la complexité? Et c'est ce qui se passe, c'est la phase 3, où on a de la dispersion, de la complexité, et finalement, on se met à travailler beaucoup plus que ce qu'on travaillait avant, parce qu'on a ajouté des tâches qui en soi ne servent à rien, tout simplement parce qu'on était propulsé par une espèce de FOMO. Et ce piège de la justification IA, il est vicieux et il est invisible parce qu'il se déguise en progrès, en ambition, en optimisation. On se dit, ok, je rajoute tout ça parce que je vais construire un empire, je vais produire des choses qui vont être incroyables, etc., etc. Au fond, c'est toujours la même rengaine avec un nouvel emballage, c'est celui de faire plus de choses au lieu de se concentrer sur le fait de faire les bonnes choses. Cette dimension essentialiste, cette dimension minimaliste. Eh bien figure-toi que c'est exactement le piège dans lequel je suis tombé moi-même, mais ce que cet incident m'a appris, c'est que le problème c'est pas l'IA, le problème c'est l'absence de filtre pour décider ce qu'on confie à l'IA. Il y a 2 filtres qui pour moi forment un arbre de décision dont je ne peux plus me séparer, et c'est ce que je vais te présenter maintenant. Mais d'abord, si tu suis les vidéos depuis un petit moment, tu vois que ça peut être assez dense, donc si tu es en train de prendre des notes, te fais pas chier avec ça. J'ai créé une collection de fiches de synthèse où il y a toutes les notes sur les vidéos que je crée sur cette chaîne, et notamment sur celle-ci, où tu vas trouver une compilation de toutes les infos importantes à retenir, et même des checklists ultra actionnables pour transformer l'information en action. L'idée, c'est que tu puisses vivre ces petits assets tactiques comme des moments où on partage un moment, toi et moi, ensemble, en mode full chill, comme si on buvait un café en terrasse et que tu te prennes pas la tête avec la prise de notes, ok? Ok, alors concrètement, comment faire sur le terrain? Comment décider ce qu'on doit confier à l'IA et ce qu'on ne doit surtout pas confier à l'IA pour faire levier sur cette technologie qui est incroyable, mais sans prendre le risque de devenir complètement stupide et de se faire atrophier nos capacités? J'utilise pour ça 2 filtres qui sont redoutables. Le filtre numéro 1, c'est évidemment le plus important, c'est le filtre que j'appelle le cap existentiel. Ce qu'on veut ici, c'est commencer avec la fin en tête. C'est résoudre la problématique du FOMO par l'intentionnalité. Donc la première question qu'on veut se poser, c'est est-ce que déléguer cette tâche me rapproche de mon lifestyle idéal? Le cap existentiel, c'est cette espèce de dimension qu'on veut donner à notre vie, notre philosophie de vie, l'endroit où on veut arriver, le modèle mental qui encapsule toute notre façon de voir les choses, ce à quoi on prétend dans notre vie idéale, tout simplement celle que l'on veut matérialiser. Cette question, elle est hyper importante parce que si on prend un exemple, celui de la tribu des starters, notre mantra, c'est moins de taf, plus de vie. Notre cap existentiel, c'est de travailler moins, d'accomplir plus, de vivre intensément. On veut maximiser notre expérience de vie sur Terre, on veut avoir une vie multidimensionnelle, une vie
vie multi-quête versus un asservissement business où on passerait 16 heures par jour à prétendument bâtir un empire. On veut saisir la vie sous son horizontalité, sous toute sa richesse, et donc le prisme par lequel on va juger la pertinence des choses, c'est celui de moins de taf, plus de vie. Si déléguer une action à l'IA me permet de travailler moins, d'accomplir plus ou de vivre intensément, alors ça va être intéressant pour moi. Évidemment, ce postulat, c'est pas le même pour tout le monde. Si tu n'es pas dans la tribu des starters, peut-être que tu te reconnais pas là-dedans, et il faudra que tu fasses un travail initial sur la fixation de ton cap existentiel, ta philosophie de vie. Mais cette philosophie, ça deviendra le meilleur filtre. Je vais te montrer quelques exemples. Nous, dans la tribu des starters, comme je te l'ai dit, c'est moins de taf, plus de vie. À première vue, on pourrait croire que dans tous les cas, l'IA a pour but, à un niveau essentiel, de nous faire gagner du temps. C'est pas forcément le cas, comme on peut le voir dans ce post Substack que j'avais écrit en février, où je t'avais marqué que chaque génération a cru que la prochaine technologie lui rendrait du temps. Keynes prédisait une semaine à 15 heures de travail pour aujourd'hui, les mails devaient éliminer les réunions, le smartphone devait nous permettre de finir plus vite. Évidemment, rien de tout ça n'est arrivé. C'est une loi non écrite du capitalisme cognitif. Les gains d'efficacité ne se transforment jamais en liberté, ils se transforment en nouvelles attentes. Comme on peut le voir avec cette récente étude HBR, l'IA suit exactement le même schéma. Travailler asymétriquement, dans le cadre de la productivité asymétrique que je défends, c'est refuser de jouer à ce jeu pour constamment se poser la question: comment je pourrais utiliser cette nouvelle technologie pour réduire mon temps de travail plutôt qu'augmenter le volume de tâches que je peux absorber. Capital. C'est donc la philosophie, le cap existentiel que l'on se fixe avec la TDS. Parce que le vrai problème du FOMO IA, c'est qu'on délègue sans savoir pourquoi, on automatise parce que c'est automatisable, il y a une espèce d'absurdité, un manque de sens derrière tout ça, on adopte chaque nouvelle fonctionnalité parce qu'elle existe, on utilise en clair un mauvais critère. C'est quoi ce mauvais critère qu'on utilise et qui nous pousse à saisir cette technologie? C'est celui de se demander: est-ce que ça accroît ma performance? Mais si on réfléchit à partir de cette question, les dés sont pipés. Bien évidemment que l'IA accroît ma performance à tous les niveaux. Dès que j'utilise l'IA, au moment où je l'utilise pour faire les choses, l'IA accroît ma performance. La vraie question que je veux me poser, pour pas tomber dans ce piège d'absurdité, c'est: est-ce que utiliser l'IA à cet endroit-là m'approche de ma philosophie de vie? C'est le seul cas de figure qui est important, c'est la seule question à laquelle il faut répondre. Pourquoi? Parce que si on se pose la première, la réponse sera toujours oui, et l'IA va envahir nos sphères de vie une à une jusqu'à qu'on devienne des zombies cognitifs, incapable finalement d'avoir une idée sur la direction qu'on veut prendre sur notre vie, ou incapable d'avoir certaines capacités cognitives que l'on valorisait auparavant, tout simplement parce que ça a été mangé par l'IA. Alors que si on se pose cette question-là, ça nous donne un filtre qui est beaucoup plus puissant pour continuer à avancer en étant souverain de sa vie, à la fois cognitivement et à la fois en termes de direction. Donc l'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Imaginons que j'utilise l'intelligence artificielle pour créer un agent de veille sur les réseaux sociaux qui va aller détecter toutes les conversations où je pourrais apporter de la valeur et qui me soumettra 15 opportunités par jour de discussions dans lesquelles je peux intervenir. Évidemment, le résultat, ça va être une visibilité accrue, potentiellement plus de clients, mais aussi peut-être plus 1 heure par jour de traitement de ces sollicitations-là où je vais devoir aller intervenir sur les discussions et donc je vais travailler plus pour gagner plus. Gagner plus, certes, mais travailler plus. On voit bien ici que si j'utilise un filtre de performance, ça marche, mais si j'utilise un filtre de est-ce que ça me rapproche de mon lifestyle, ma philosophie de vie, ça ne marche pas. À l'inverse, créer un agent de déclinaison de newsletter avec l'intelligence artificielle qui va transformer chaque newsletter en 3 formats courts prêts à être publiés, ça transforme 2 heures de déclinaison en 2 minutes, ça conduit au même résultat, visibilité accrue, potentiellement plus de clients, mais par contre, ici, malgré le fait qu'on ait le même output, on a moins de temps qui est investi dans le temps de travail et donc ça match avec notre philosophie de vie, moins de taf, plus de vie. Donc la question qu'on veut se poser, c'est: est-ce que utiliser l'IA ici me rapproche de mon lifestyle idéal? Si c'est non, je n'utilise pas l'IA. Si c'est oui, je passe au deuxième filtre. Filtre numéro 2, celui de la compétence identitaire. C'est la deuxième question qu'on veut se poser si jamais ça a passé le premier filtre. Est-ce que je veux garder, développer, cultiver cette compétence à travers les années? Tout ce que tu confies à l'IA, tu l'atrophies. On en a parlé en introduction, c'est mécanique, c'est biologique, c'est inévitable. Donc est-ce que c'est difficile? C'est la mauvaise question à se poser pour savoir est-ce qu'on va déléguer à l'IA ou pas, parce que tout sera difficile par définition. La vraie question qu'on veut se poser, c'est: est-ce que je veux garder cette capacité qui nécessite de passer par ces efforts quand on veut déployer la compétence sur le terrain? Donc évidemment, cette deuxième étape, elle commence par définir les compétences clés de son identité idéale. Se poser la question de: ok, dans 10 ans à l'échelle de la décennie, qui je veux être en tant qu'être humain? Et cet être humain, quelles compétences il a dans sa besace? Ces compétences-là, je ne dois jamais les déléguer à l'IA, non pas parce qu'elle ne serait pas plus performante que moi, elle le sera forcément. Plus performante, plus pertinente, plus rapide, plus efficiente.
Mais parce que j'en ai rien à foutre de ce critère. C'est pas celui qui m'intéresse. Le critère qui m'intéresse, c'est celui de ma souveraineté cognitive. Je veux pouvoir garder à l'intérieur de moi des compétences que je valorise en termes identitaires. Et c'est à ça que sert ce filtre-là. Un exemple, ça pourrait être écrire une newsletter. Écrire une newsletter, ça demande de synthétiser, de relier des idées, de structurer un raisonnement. Peut-être que tu considérerais que c'est quelque chose d'essentiel pour toi. Moi personnellement, un de mes objectifs étant de faire progressivement de ma pensée un empire, c'est une compétence que je sais aujourd'hui que l'IA pourrait faire en 10 fois moins de temps avec 10 fois plus de qualité, mais je m'en bats les noix, je continue à la faire. À l'inverse, dénicher les patterns dans mes notes quotidiennes, ça vise à reformater, croiser des données, identifier des patterns, j'en ai rien à faire de développer cette compétence-là, mais c'est une compétence. Elle demande des efforts, c'est une compétence de computation, c'est une compétence qui demande des efforts, mais je m'en fous, ça ne rentre pas dans mon identité idéale. Donc, je la délègue avec plaisir parce que par contre, elle me fait gagner du temps par rapport à ce que je faisais avant, donc elle me rapproche de ma philosophie, moins de taf, plus de vie. J'insiste vraiment là-dessus, c'est que toute compétence demande un effort. Donc la vraie question, c'est quel effort tu veux faire, sans qu'il y ait aucune pression extérieure. Qu'est-ce que toi tu valorises en termes d'effort? Et c'est ici que va se tracer une ligne bien définie entre les souverains cognitifs et les dépendants cognitifs dont on va parler dans quelques secondes. Donc, est-ce que je veux garder, développer, cultiver cette compétence à travers les années? Non. Ok, j'utilise l'IA. Oui, je n'utilise pas l'IA. Tout ça nous conduit donc à cet arbre décisionnel. Quand on se pose la question de est-ce que j'utilise l'IA pour cette tâche, on va commencer par se poser la première question qui est celle du premier filtre. Est-ce que déléguer ça est en accord avec ma philosophie de vie? Si ça n'est pas le cas, je n'utilise pas l'IA. Si c'est le cas, je me pose la seconde question. Est-ce que ça concerne une compétence que je veux garder, cultiver ou développer? Non, j'utilise l'IA. Oui, je n'utilise pas l'IA. Concrètement, j'utilise donc l'IA. Pourquoi? J'utilise l'IA pour ce qui me rapproche de ma vie idéale sans sacrifier qui je veux devenir. Fais un screenshot ou alors va consulter le codex ensuite et copie-colle ça dans tes notes pour ton système de gestion de la connaissance. C'est ça dont tu dois te rappeler. J'utilise l'IA pour ce qui me rapproche de ma vie idéale sans sacrifier qui je veux devenir. Mais voilà ce que presque personne n'anticipe et qui pose problème avec cette question de souveraineté, c'est que cette souveraineté, elle n'est pas gratuite. Si c'était aussi simple que ça, évidemment que tout le monde le ferait. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que ça coûte. Pour gagner le droit d'être un souverain cognitif, il faut payer un triple sacrifice qui est très douloureux pour l'être humain. Ce triple sacrifice, il commence par le premier qui est celui de la productivité. Forcément, tu vas produire moins et tu vas produire plus lentement que les teuteux, les zombies cognitifs qui sont dopés à l'IA, qui ne se posent des questions pour rien et qui se disent juste si ça me fait gagner du temps, j'y vais. Je te rappelle, j'ai fait partie de ces profils-là. Évidemment que quand on fait ça, on produit plus, ok ? Le premier sacrifice que tu dois faire, c'est celui d'une productivité au sens productiviste du terme. Le deuxième sacrifice que tu dois faire, c'est celui du statut social. Tu vas avoir des gens qui sont moins compétents que toi, obtenir plus de résultats de façon visible, plus de likes, de clients, plus de validation, et c'est le deuxième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'est la reconnaissance immédiate. Parce que le coût de ne pas utiliser l'IA sur certaines tâches, il est dans le présent, alors que le bénéfice, qui est l'autonomie cognitive, il est dans le futur. Donc forcément que sur le court terme, la reconnaissance, tu ne l'auras pas. Tu seras beaucoup moins impressionnant que des gens qui sont dopés à l'IA. Et dans une société qui érige l'ultra-productivisme comme un badge d'honneur, choisir la lenteur intentionnelle, c'est un acte de résistance qui est coûteux. Et c'est un acte de résistance que peu de gens sont prêts à payer. Si tu refuses de payer ce prix-là, ce qui va se passer, c'est que par rapport à cette ligne de fracture quasi irréversible qui est en train de se tracer dans la société entre les souverains et les dépendants cognitifs, tu vas plutôt te retrouver du second côté. Les souverains cognitifs, ce sont ceux qui vont ralentir intentionnellement, qui vont garder leur capacité de réflexion, amplifier stratégiquement avec l'IA. L'IA, ça va devenir un outil au service de leur pensée, pas un substitut. Le but, ce sera pas de devenir une machine, mais d'utiliser vraiment l'IA comme une espèce de coach et un accélérateur de construction de vie idéale. Et les seconds, ce sont les dépendants cognitifs qui vont céder à la facilité immédiate, déléguer toutes leurs cognitions à l'IA, qui vont être incapables de raisonner sans assistance et qui pourront à terme produire mais qui ne pourront plus penser. Et si tu veux mon avis, c'est ce qui ressemble le plus à une victoire à la Pyrrhée, c'est-à-dire gagner la bataille mais perdre la guerre. Si tu penses que ce coût, il est trop important, le triple sacrifice de la souveraineté cognitive, attends de voir celui de la dépendance de muscles atrophiés pendant des années. Par contre, voilà ce qui va se passer si tu acceptes de payer ce prix. Si tu acceptes de payer ce prix, tu vas développer une souveraineté cognitive. Et une souveraineté cognitive, c'est pas juste garder son cerveau intact, c'est rester maître de sa trajectoire dans un monde qui pousse à la dispersion. La souveraineté cognitive, le souverain cognitif, il n'est pas embarqué dans le FOMO. Il sait où il va, il utilise les outils pour aller là où il a décidé d'aller, et il a une trajectoire très souveraine par rapport à sa direction de vie, son cap existentiel, et ce qu'il décide de développer comme compétence. Il y a une double souveraineté à la fois sur sa pensée et à la fois sur sa vie.
L'IA, elle est au service de l'identité construite, elle exécute ce qu'il a décidé, elle libère du temps pour ce qu'il a choisi, et elle amplifie l'identité qu'il a construite sans la remplacer. Pour te donner un exemple concret de ce à quoi ça ressemble, en pratique, ce que je garde et ce que je confie à l'IA de mon côté, donc toujours pareil en fonction de mon propre premier filtre, qui est le filtre de moins de taf, plus de vie, et le second filtre qui est le fait de faire de ma pensée un empire, ce que je garde, ça va être tout ce qui contribue à cet objectif-là. Rechercher l'angle d'une vidéo, écrire un script, donc du coup modeler ma pensée, structurer ma pensée, écrire des newsletters, synthétiser des livres en utilisant ma tête, créer des notes atomiques, ok, à partir de concepts, donc réfléchir, former ces notes, faire de la réflexion stratégique sur ma boîte, sur ma vie, construire des arguments, tout ce qui sert à construire ma pensée, à raisonner, toutes ces tâches d'apprentissage de ce type-là, je ne veux pas que l'IA entre dedans. Encore une fois, je le rappelle, pas parce qu'elle est moins bonne que moi ou parce que c'est un avantage concurrentiel. À l'échelle de quelques mois, quelques années, l'IA me poutrera, si elle me poutre pas déjà, sur toutes ces tâches-là, ok ? Donc c'est pas pour ça, c'est juste parce que c'est en accord avec l'identité que je veux développer / conserver. A l'inverse, je délègue à mes agents tout ce qui est computation ou autre type de compétences qui ne m'intéressent pas. Le reformatage de mes newsletters pour les balancer sur mon blog en format Markdown, ça part sur un agent IA. La création de la mind map que tu es en train de regarder pour la vidéo YouTube, j'en ai rien à faire d'avoir la compétence de construire des mind maps, je l'ai fait pendant des années, ça ne m'intéresse pas de la garder, donc qu'est-ce que je fais ? Je la délègue à l'IA, à un agent IA. Le teaser de mes newsletters, la création de bullet points de curiosité pour ramener des gens sur la vague qui est ma newsletter tri-hebdomadaire que j'envoie depuis 2020, c'est un agent IA qui le fait aussi. La recherche de patterns dans mes notes quotidiennes pour comprendre mes schémas psychologiques, comprendre mes failles, mes forces, mes faiblesses, mes questionnements du moment, ce sur quoi je peux m'améliorer, l'IA. La création de rapports hebdomadaires et mensuels avec des rapports d'habitude, le nombre d'entités cognitives que j'ai créées dans la semaine, les temps forts de ma semaine, le thème de la semaine, ce que j'ai trouvé dans mes notes quotidiennes, les concepts qui ont émergé, etc. L'IA. La préparation de mes séances d'accompagnement pour aller récupérer à travers mon second cerveau toutes les données sur un client avec qui je collabore pour me faire un compte rendu juste avant qu'on rentre en accompagnement, l'IA. Le reformatage de newsletter en post court, l'IA, etc., etc. Je pourrais te faire une liste d'une vingtaine d'exemples. Tous ces exemples respectent deux filtres. Premièrement, c'est moins de taf, plus de vie. Et deuxièmement, ce ne sont pas des compétences que je valorise et que je veux garder à l'échelle des années. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'on vit à une époque qui n'a jamais été aussi excitante. Tu le sais peut-être, mais maintenant ça fait des années que je promeus la journée de 4 heures au sein de la tribu des starters, l'idée qu'on peut construire un business rentable qui est au service de notre vie en travaillant 4 heures par jour et en réinvestissant tout le reste des heures gagnées, tout le reste de notre temps de vie dans le fait de vivre une vie d'absolue abondance, une vie d'intensité, une vie multiquête. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vois arriver quelque chose qui est encore plus révolutionnaire que je pensais pas connaître de mon vivant, qui est la journée de 2 heures. Alors pas pour tout le monde, mais pour une poignée de solopreneurs pirates, de solopreneurs qui sauront faire levier sur ce que j'appelle un second cerveau augmenté, dont je parlerai très bientôt, une sorte d'extension digitale qui respecte les deux filtres que l'on vient de voir dans cette vidéo. Et ce que tout ça dessine, à mon sens, c'est deux usages très différents de l'intelligence artificielle. Le premier usage, qui est une logique productiviste, on l'a vu, c'est faire plus de choses dans le même temps, ce que 90% des gens vont se mettre à faire en lisant l'article de Schumer sous une espèce de FOMO débordant, et une logique existentialiste, tout ce qu'on fait, la productivité, elle est au service de notre vie, de notre existence, de notre expérience de vie sur Terre, et donc on veut faire la même chose en moins de temps pour réinvestir ce temps dans ce qui compte vraiment. En écoutant ça, t'as peut-être l'impression que je me range du côté des anti-taf. Si tu me connais, tu sais que c'est pas du tout le cas. Le travail, pour moi, c'est une des parties les plus exaltantes de ma vie. Je l'abandonnerai pour rien au monde. Mais le travail, à mon sens, il peut prendre des milliers de formes. C'est pas que le taf sur sa boîte. Il peut s'exprimer dans une conversation de 3 heures avec ton père que t'as pas vraiment eu le temps de voir ces derniers mois. Il peut s'exprimer dans une relation que tu décides de faire passer au prochain niveau. Il peut s'exprimer dans un voyage improvisé dont on connaît pas encore la destination finale. Il peut s'exprimer dans un projet créatif qui n'a aucune vocation commerciale. Il peut s'exprimer dans une amitié qu'on choisit de cultiver avec autant d'intention que ce qu'on cultive notre business. La vie, c'est pas une quête avec un seul objectif. La vie, c'est un archipel, une richesse horizontale faite de dizaines d'îles à explorer, de dizaines de versions de soi à faire émerger, en tout cas à mon sens. Et la journée de 2 heures, ce n'est pas travailler moins pour ne rien faire. C'est absolument pas le but. C'est récupérer 2 heures par jour pour justement naviguer entre toutes ces îles-là, entre les îles de la santé, de la relation, de l'expansion, de l'exploration, etc. Et c'est ce que la tribu des starters, la TDS, a toujours défendu et qu'on peut maintenant incarner à un niveau qui est inédit.
Donc si cette philosophie elle te parle, la souveraineté cognitive, les 2 filtres, la journée de 4 heures, le second cerveau augmenté, assure-toi de rejoindre la vague, tu le vois à l'écran, c'est ma newsletter que j'envoie depuis 2020 à des solopreneurs qui veulent travailler moins, accomplir plus, vivre intensément, et dans les prochaines éditions, on va continuer de creuser ensemble ces thématiques spécifiques, donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la bio, c'est disponible là-bas, on se rejoint de l'autre côté, ciao ciao.